Crise ukrainienne, déploiement d'armes russes en Biélorussie que vaut l'indignation de Washington? C'est notre question. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko affirme ce jeudi que le transfert des charges nucléaires russes a commencé sur son territoire. Longtemps annoncé, le réarmement nucléaire de la Biélorussie, principal allié de la Russie, est-il en cours? En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le président biélorusse Alexandre Loukachenko ce jeudi dans une vidéo postée sur Telegram. Selon lui, la Russie a commencé à fournir des ogives nucléaires à son voisin, une manœuvre déjà évoquée par Vladimir Poutine en mars dernier. Voici en tout cas ce que l'on sait. Le transfert des charges nucléaires a commencé, a déclaré ce jeudi Alexandre Loukachenko. Le président biélorusse répondait alors à une question d'un journaliste russe. La vidéo de l'interview a été diffusée sur la chaîne Telegram officieuse de la présidence biélorusse Paul Pervogo. Selon Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine lui aurait dit la veille avoir signé le décret permettant le transfert. Peut-être je rentre et je verrai, ajouter d'ailleurs le dirigeant biélorusse. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire sur le sujet pour le moment. Depuis 1991 et la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie n'a jamais, au grand jamais, installé d'armes nucléaires hors de ses frontières. Moscou agitait déjà la menace d'un tel déploiement depuis plusieurs mois. Le 25 mars dernier, le président russe Vladimir Poutine en avait fait l'annonce à l'occasion du traditionnel entretien télévisé Moscou-Kremlin. Vladimir Poutine avait évoqué dans la construction d'ici à juillet prochain d'un centre de stockage d'armes nucléaires en Biélorussie. Selon lui, ces armes seront tactiques, c'est-à-dire qu'elles contiendraient des charges moins puissantes que dans les armes nucléaires dites stratégiques. Le pays étant situé au port de l'Union européenne, cette annonce a inquiété aujourd'hui l'Occident sur une possible escalade du conflit en Ukraine. D'autant que depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a évoqué la possibilité d'un recours à l'arme atomique. Quand on sait déjà que les États-Unis, l'Allemagne, la France et sans oublier l'Angleterre ont envoyé des F-16 du côté de l'Ukraine. Minsk n'est pas directement engagé sur le terrain en Ukraine. Pour autant, la Biélorussie a permis à l'armée russe de lancer son assaut en février 2022 depuis son territoire. La Russie a affirmé début avril avoir commencé à former des militaires biélorusses à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Et 10 avions auraient déjà été équipés pour l'utilisation de telles armes selon les propos de Vladimir Poutine dans le passé. Le président avait alors affirmé qu'un entrepôt spécial serait terminé d'ici au 1er juillet prochain. Cela ne met pas juste en danger la vie des Biélorusses, mais crée aussi une nouvelle menace pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, a écrit sur Twitter l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya. Lorsqu'on parle d'armes nucléaires tactiques, la plupart sont aussi puissantes que celle qui a tué 140 000 personnes à Hiroshima, a-t-elle ajouté. Et nous de poser la question, qui avait jeté les bombes à Nagasaki et à Hiroshima malgré la fin de la guerre? Réponse, les États-Unis. Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine annonce une contre-offensive de grande ampleur et récemment a fait une intrusion dans la région de Belgorod, dans le sud de la Russie. Les intrus ont été maîtrisés et mis hors d'état de nuire. Cette installation d'armes nucléaires en Biélorussie peut servir également de moyen à Vladimir Poutine pour négocier avec Kiev. En cas de difficulté, la Russie peut essayer de faire pression sur l'Ukraine en agitant la menace nucléaire, estime d'ailleurs Tiffain de Chamchelsnel, spécialiste des questions de maîtrise des armements nucléaires à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, interviewé justement par un journal français. Et d'ajouter toujours dans ce journal, la Russie peut aussi espérer que cette pression sera renforcée par les interventions d'autres États qui demandera à l'Ukraine de ne pas aller plus loin pour éviter l'escalade nucléaire. Une étape vers une escalade extrêmement dangereuse. C'est par cette formule que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a condamné le transfert d'armes nucléaires de la Russie vers la Biélorussie voisine. Cette manœuvre a été reçue extrêmement négativement par le président américain Joe Biden. Sleeping Joe, qui jusqu'à preuve de contraire ne dort plus, a fait savoir de son côté
bien sûr, la Maison Blanche. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, crise ukrainienne, déploiement d'armes russes en Biélorussie, que vaut l'indignation de Washington? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant de sociologie à l'Université de Douala. Il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent au quotidien, qui nous suivent dans ce magnifique combat avec qui nous accomplissons tous les jours des exploits remarquables. Je crois que nos ancêtres qui aujourd'hui portent ce combat, nos ancêtres sont fiers de nous. Nos ancêtres sont certainement en train de goûter aux premières lueurs de la victoire. Pendant longtemps, ils ont rêvé de cette victoire. Pendant longtemps, ils ont poussé pour cette victoire. Aujourd'hui, à travers nous, ils réalisent cette victoire. Merci à vous, Jonathan, d'être avec nous ce matin. On parle justement des développements d'armes russes du côté de la Biélorussie. Et actuellement, eh bien, dans tous les médias mainstream, médias occidentaux, c'est l'indignation des dirigeants occidentaux. Qu'est-ce qui fait peur à ces gens-là? L'Occident est d'une étrange nature. L'Occident insupporte tout ce que l'Occident inflige aux autres peuples. C'est-à-dire que l'Occident a peur de la pauvreté, mais l'Occident inflige aux autres peuples la pauvreté. La pauvreté. L'Occident insupporte la domination, mais l'Occident inflige aux autres peuples la domination, la colonisation. L'Occident connaît le désastre de la guerre pour avoir été le théâtre, parce qu'on parle seulement des grandes guerres du XXe siècle. Mais il faut noter que depuis la sortie de l'Antiquité, l'Occident n'a jamais été une terre de paix. Jamais. L'Antiquité a été marquée par la domination égyptienne en grande partie. Et les Égyptiens avaient civilisé les peuples. Les Grecs ne se livraient pas à cette barbarie qu'ils ont appelée les guerres entre les guerres fratricides entre les nations du Péloponnèse. Oui. Se livraient pas à ces guerres. Alors les fameuses guerres puniques. Se livraient pas à ces guerres. Mais quand l'Égypte a perdu son rayonnement, c'est comme si la sauvagerie s'est décuplée dans l'Occident et dans son point de référence, la Grèce. Vous vous souvenez que quand Alexandre meurt, ses généraux vont se déchirer tels des loups pour la succession. L'Occident va récidiver encore. Quand le César va mourir, le dernier de César, je crois, le dernier de César qui est décédé, dont les fils se sont livrés à eux, les fils et les sénateurs sont livrés à une bataille pour le pouvoir. L'Occident s'est encore déchiré lorsqu'il fallait contrôler l'Église catholique. Oui. Vous vous souvenez, les empoisonnements de la famille des Médicis, les empoisonnements sans précédent en Europe. Le Moyen-Âge, l'Occident s'est empoisonné encore avec une sorte de christianisme que lui seul il peut comprendre. Un christianisme de guerre qui a été érigé depuis 324. Oui, la chasse aux sorcières. Avec d'abord les affaires de Constantin, oui, où il réunit un ensemble de représentants qu'il érige au rang d'évêque. Des titres qui n'existaient pas au temps de Jésus selon les chrétiens. Parce que Jésus, moi j'ai beau regarder ces livres-là, je ne vois pas là où dans un évangile il a dit que voici les évêques. Il disait qu'il y a les apôtres, les disciples, mais maintenant, lui il a créé évêque, cardinal, pape. Un Français venu dire qu'il est pape Urbain. Voilà les trucs. Et à cause d'un titre pareil, ils se sont massacrés. On tuait encore même des Noirs qui ont été papes. Et ils ont même effacé ça. Ils ont dit que non, on ne doit pas dire aux gens qu'il y a des papes noirs. C'est mauvais. Ça, c'est récent. C'était dans le cas du blanchiment de la papauté.
Les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, et que Dieu voit tout le monde, Dieu sanctionne tout, qu'eux, ils craignent Dieu. L'Occident a déchaîné sa barbarie dans l'humanité. Une barbarie cannibale. Alors, un cannibalisme beaucoup plus violent que les micro-cannibalismes qu'ils ont trouvés dans certaines zones. Et cette violence de l'Occident aujourd'hui, l'Occident a peur que ça lui rejaillisse sur la face. Quand vous regardez les États-Unis, qui sont aujourd'hui les chefs de l'Occident, au sens du chef militaire, sur les chefs spirituels de l'Occident, c'est les grandes familles, ceux qui contrôlent tout l'Occident, spirituels et financiers, c'est eux les chefs. Avec des organisations occultes comme les francs-maçonneries, Rose-Croix, des trucs qu'on ne comprend rien. Voilà, ils ont des trucs, on ne sait même pas qui ils adorent, comment ça se passe là-bas dedans. Et ceux qui sont là, on leur dit que c'est des secrets, ils ne doivent pas dire aux gens. Mais ce que nous voyons, c'est qu'ils sont là. Alors, quand on regarde, les États-Unis se sont répandus dans le monde avec des bases militaires. Ils ont 850 bases militaires à travers le monde. Les États-Unis ont 12 flottes. Et chaque flotte a au moins un navire amiral qui est un porte-avions. Ça veut dire que les États-Unis ont au moins 12 porte-avions qui naviguent dans les eaux de par la terre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qui est leur adversaire? Officiellement, on sait qu'il n'y a que deux pays qui ont le potentiel de les affronter militairement, la Russie et la Chine. Mais, hormis ceux-là, quand ils amènent jusqu'à 12 porte-avions, c'est pour combattre qui? Est-ce qu'il y aurait des extraterrestres prêts à attaquer la Terre et les États-Unis sont en train de se préparer contre eux? Ils leur auraient envoyé un message? Non. L'objectif, c'est continuer cette violence barbare, dominer les peuples par la violence, comme on a vu il y a quelques jours aux îles Salomon et à Haïti, où les États-Unis se sont immiscés dans la politique interne de ces pays pour leur imposer des accords, leur imposer une vision du monde et leur dire si vous ne faites pas comme ça, on vous tue. La barbarie. Les États-Unis, qui disent qu'ils sont l'un des régulateurs, si ce n'est le gendarme du monde, par excellence. Ils disent qu'en tant que gendarme du monde, ils ont pour responsabilité d'empêcher la prolifération d'armes nucléaires. Les États-Unis, officiellement, on sait qu'il y avait seulement 5 pays qui avaient le droit d'avoir l'arme nucléaire. Mais les États-Unis, en complicité, la France et l'Angleterre, ont doté Israël de l'arme nucléaire. Parce qu'il fallait effrayer les Arabes. Parce qu'il fallait créer une enclave là-bas qui allait jouer les troubles faits contre les Arabes. Et le promoteur de la non-prolifération était maintenant le promoteur de la prolifération informelle. Les États-Unis ont travaillé avec la France pour que l'Inde, contre la Chine, ait l'arme nucléaire. Pour que le Pakistan, contre la Chine, ait l'arme nucléaire. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont amené les armes nucléaires au Japon, qui sont sur des chasseurs. C'était avant les chasseurs F-17, maintenant c'est des chasseurs F-22. Et les bombardiers stratégiques B1, B4, les B1, B4, ils appellent ça les B-Spirit. En dehors de ça, au niveau de l'Europe, alors là, en Europe occidentale, on doit se dire que quand même, il y a la France qui a ses têtes nucléaires. Quand même, la France, c'est 290 ogives nucléaires. L'Angleterre, c'est 225 ogives nucléaires. Donc, c'est quand même beaucoup, ça fait plus de 400. Les États-Unis apportent encore en Europe de l'Ouest
des ogives nucléaires qui sont sur des chasseurs en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Mais mon frère Ngos, qui est l'adversaire des États-Unis en Europe de l'Ouest? Je pense que le seul adversaire jusqu'ici, tout le monde le connaît. C'est qui? Ils le savent, eux, dans tous les cas. Non, nous, on se pose bien des questions. Les gens que vous avez sécurisés, colonisés, en d'autres termes, mais sécurisés officiellement, vous amenez encore des armes nucléaires sur leur territoire, vous les combattre qui? Vous-même. Ils vous ont dit, on vous donne les mains. Voilà, liez nos mains. Nous sommes vos gens. Vous amenez les armes nucléaires chez eux. Au Japon, ils ont les armes nucléaires. Les États-Unis ont déployé des armes nucléaires et on ne parle pas des zones, des bases militaires secrètes où ils déploient encore ces armes nucléaires. On ne parle pas des sous-marins stratégiques qui sont déployés de par le monde. On parle. Mon frère, ici là à côté, dans l'océan Atlantique, à côté du Cameroun, là, dans le golfe de Guinée, vous allez voir que comme ils ont une base là à Sao Tomé et Principe, qu'il y a des sous-marins nucléaires qui mouillent au large de nos pays. Les sous-marins nucléaires des États-Unis, c'est contre qui en Afrique? Quand vous regardez tout ça, les États-Unis sont le premier pilier de la promotion de la prolifération nucléaire dans le monde. Je ne parle pas de la fabrication. En matière de fabrication d'armes nucléaires, les Russes sont les premiers. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais en matière de prolifération, c'est-à-dire de diffusion de l'arme nucléaire dans le monde, c'est les États-Unis. Même celui qui n'avait pas l'idée de faire l'arme nucléaire, les États-Unis t'apportent l'arme nucléaire. Les Suisses ne disent pas qu'ils sont neutres. Mais que font les chasseurs états-uniens avec les armes nucléaires là-bas en Suisse? Les gens sont neutres. Officiellement, ils disent qu'ils sont neutres, ils sont les banquiers. On sait que c'est le vol, mais ils sont des banquiers. Ils vous disent que nous, on ne veut les problèmes avec personne. On ne participe pas dans les problèmes. Mais vous mettez l'arme nucléaire chez eux. Vous comprenez un peu ça? C'est ahurissant. Bon, la démocratie directe suisse n'a jamais pu demander le départ de tout ça. C'est une colonie quand même. Donc, vous avez les États-Unis qui font proliférer les armes nucléaires. Tout à l'heure, à l'entrée de jeu, nous disions que l'Occident insupporte ce que l'Occident inflige aux autres. Aujourd'hui, les États-Unis voulaient apporter ces armes nucléaires en Ukraine. Le programme est déjà connu. Il était question de faire de l'Ukraine une puissance nucléaire à côté de la Russie pour qu'en cas de conflit, l'OTAN puise directement en Ukraine pour frapper le nucléaire sur la Russie. Ça participait de la stratégie de neutralisation de la Russie. Les Russes ont lancé l'opération militaire spéciale. Les Russes se rendent compte que depuis qu'ils ont lancé l'opération militaire spéciale, la Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN. Et immédiatement, les États-Unis, champions de la prolifération nucléaire, ont envoyé des chasseurs nucléaires en Finlande et en Suède. Les Russes se disent, mais il n'y a que nous qui ne comprenons pas le message. Le message est clair. Désormais, pour se défendre, on n'attend plus sur son territoire. Il faut armer ses alliés et les armer du très bon matériel, y compris le nucléaire. Moi, je ne vais pas me limiter à ce qu'on voit là. Hein. Moi, je pense que les Russes sont dans une dynamique. Ça va venir en Afrique. Les Russes ont dit on commence par la maison d'à côté. Loukachenko est un fidèle. Il a tenu face au Euromaïdan. Il a tenu face aux dernières manifestations. Il est encore là, il est solide. Il a montré qu'il est l'allié numéro 1 de Moscou au niveau de l'Europe de l'Est. Et comme la Biélorussie, c'est la Russie blanche dans l'histoire de la Russie. Donc c'est une partie de la Russie, c'est la grande Russie elle-même. Oui. Le président Vladimir Poutine se dit pour protéger donc les premiers Russes, ou bien les premiers russophones qui sont tout proches de nous, on va leur doter de l'arme nucléaire exactement comme les champions de la prolifération nucléaire font en face. Les Russes ont juste copié les États-Unis.
Comme les États-Unis font en face, c'est ce qu'ils font maintenant. Et pour nous, qui avons donc cette lecture globale de l'affaire, nous demandons aux Russes de ne pas s'arrêter là-bas. Amener les armes nucléaires au Mali. Apporter ces armes nucléaires en Centrafrique. Au Cameroun. Nous voulons les armes nucléaires. Parce que quand tu as l'arme nucléaire, c'est la souveraineté stratégique. Nul ne veut connaître un Hiroshima. Et mon frère Ngo, tu as bien fait de soulever l'affaire d'Hiroshima. Dans leur causerie d'Hiroshima, l'autre jour, ils appellent ça G7, le groupe des 7 pays les plus pauvres du monde, mais qui en fait font encore leur one-man show parce que pour l'instant, ils ont encore de jolies vestes. Mais qu'ils ne soient pas pressés. D'ici 50 ans, ce sera clair. Les gens qui nous écoutent, ils vont voir les choses concrètement. C'est des pays pauvres. Mais c'est les pauvres, c'est des brigands. C'est des brigands dans le monde actuellement. Le groupe des 7 là, c'est des brigands internationaux. Ils s'enrichissent essentiellement par le pillage et le vol international. Et comme nous sommes partis pour la libération du monde, pas seulement de l'Afrique, mais de l'ensemble du monde, les brigands seront arrêtés et leur rôle va s'estomper. Et ceux qui sont les vrais riches vont désormais jouir de leur richesse. Et eux, les brigands, ils n'auront plus la possibilité de s'enrichir illicitement. Donc, ils vont retourner à leur véritable état qui est la pauvreté. Alors, quand ils se retrouvent, le groupe des 7 pays les plus pauvres, ils se retrouvent, ils disent, vraiment, on a un jour connu on a eu des éléments ici qui se sont, des événements qui se sont passés ici, c'était que des bombes nucléaires sont tombées. Regardez des gens comment ils sont malhonnêtes. Ils disent des bombes nucléaires c'est tombé de Mars, c'est les extraterrestres qui ont visé les bombes. Le criminel est là à côté. Au lieu de dire que c'est toi qui avais visé, on dit non, c'est tombé. Et le professeur Dengwe, nous avons fait une émission qui nous a appris quelque chose. Je lui transmets les salutations en passant. Beaucoup de respect pour son analyse. Le professeur Dengwe nous apprend que quand il était au Japon, quand tu demandes à un enfant qui a visé les 2 bombes d'Hiroshima et Nagasaki, ils disent les alliés. Les alliés, c'est une personne. C'est-à-dire, le bandit arrive chez vous, il vous dévalise, il vous pille, il vous injurie même, et puis il vous dit, Monsieur Ngos, maintenant vous êtes mon ami, et vous n'avez pas le droit de dire que j'ai volé. Donc maintenant, comme hommage, si on vous vole, si vous parlez de ce vol, vous dites, un jour, on m'a dévalisé. Et quand on vous demande, tu dis, non, c'était des amis qui m'ont dévalisé. Tu n'as pas le droit d'indexer cet ami-là. Ce n'est pas une amitié, c'est du mensonge à l'état pur. Ça montre que même les Japonais eux-mêmes sont pas honnêtes. Ils sont au cœur du mensonge. Ils sont les... Mais quand le président Vladimir Poutine dit que c'est l'empire du mensonge, cet exemple-là suffit à montrer que nous sommes au cœur de l'empire du mensonge. 2 bandits se retrouvent et l'un des bandits a peur de dire au chef bandit, c'est toi le grand bandit. Même s'il a été volé par lui, il dit que non, nous sommes des gens sérieux. Mais j'ai été dévalisé. Il sait que c'est le chef bandit qui l'a dévalisé, mais il dit j'ai été dévalisé. Il n'ose pas dire que c'est toi qui m'as dévalisé. Donc ça montre à quel point nous sommes au cœur de l'empire du mensonge. Ces États-là se sont retrouvés. On parlait d'une hécatombe parce que la guerre était pliée. Les Japonais étaient, aujourd'hui on le sait, les Japonais étaient vaincus. Mais les États-Unis voulaient à tout prix utiliser la terreur parce qu'ils ont fondé leur principe de guerre sur la terreur. N'oublions pas, les principes du général Rogers, qui était le commandant des forces de l'OTAN dans la guerre tempête du désert, c'était choc et effroi. Choc et effroi. Écoutez les principes d'une guerre. Choc et effroi. L'effroi, c'est quoi? C'est la terreur au paroxysme. Les États-Unis ont fondé leur principe de guerre sur le terrorisme, sur la terreur internationale. Tout le monde doit avoir peur de à tout prix. C'est ça.
Et ils ont réussi à bien effrayer les Japonais. Seulement, les Russes ont compris que dans ce groupe de menteurs, il n'y a rien à tirer là. La Russie a commencé avec la Biélorussie. Nous pensons que ce n'est que la première étape d'une grande campagne qui va irradier plusieurs pays. Et nous appelons nos chefs d'État à être candidats à l'accueil des missiles nucléaires russes. Il faut que ces missiles nucléaires se retrouvent en Afrique. Ce n'est pas les conneries qu'ils ont fait en 1962 à la baie de Cochon, à Cuba. Non, on n'est plus à l'époque des Kennedy, puis je crois Reagan. On n'est plus à cette époque. Puis Nixon, je crois bien. Puis Nixon, on n'est plus à cette époque. Où on pouvait, avec quelques missiles qui tirent à 500 km, effrayer un pays africain. Aujourd'hui, les pays africains doivent se doter d'armes nucléaires parce que l'arme nucléaire est une arme stratégique. Mon frère Ngos, est-ce que les Africains savent que les États-Unis, avec le régime apartheid, avec les Français, les Anglais et les Israéliens, avaient développé un programme nucléaire en Afrique du Sud? Et que ce programme nucléaire était déjà en maturation en 1993. Mais quand ils se sont rendus compte que la population noire était en train de manifester pour réclamer ses droits de manière irrédentiste, ils se sont dit on va passer un deal. Frédéric Desclés en 1993 a démantelé le complexe nucléaire. Et ils ont imposé à Mandela, pour sa fréquentabilité, que Mandela fasse un traité. Lequel traité a été signé en 1996, OK, pour la non-prolifération des armes nucléaires en Afrique. Vous voyez comment les gens, et les Africains ne savent pas ça. Les Africains ne savent pas ça. Ils ont signé le traité OK. Ils voulaient que, et regardez mon frère, ils sont tellement forts, hein. Ils disaient qu'il faut seulement 28 nations sur 53 pour que le traité soit effectif. Mais nos ancêtres, le bon Dieu, ou je ne sais pas comment, ont réussi à contrer cette initiative. Et à présent, on sait qu'il y a 25 pays qui sont signataires. Donc, il en reste 3. Nous demandons donc aux chefs d'État africains, tous ceux qui avaient déjà signé cette affaire, de déchirer le papier là et de dénoncer cet accord. L'Afrique a le droit à l'arme nucléaire. Nous le répétons, les États-Unis, qu'ils s'apprêtent. Ils sont les champions de la prolifération nucléaire. L'Afrique aura son arme nucléaire. Et notre génération va y travailler. Notre projet, c'est que l'Afrique ait son propre complexe nucléaire. Parce que quand tu as l'arme nucléaire, c'est la souveraineté stratégique. Et ce que les Russes ont fait avec les Biélorusses, c'est pour que désormais les Polonais, qui ont accueilli les chasseurs nucléaires, les chasseurs disposant des têtes nucléaires états-uniens, soient désormais rassurés que pour frapper sur le territoire polonais, les Russes ne vont pas se donner assez de temps. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont des chasseurs de très bonne qualité et ils ont des missiles incontrables. Par exemple, le Kinzhal. Avec un Kinzhal qui a des têtes nucléaires, on sait que les Polonais seront mis à respect. Donc, avec ces dispositifs, la Russie est en train de préparer toute éventualité à ce conflit. Notamment l'éventualité que les Polonais entrent sur le territoire de l'Ukraine pour participer à la guerre. Et les Russes ont pris une contre-mesure très pertinente qui alarme l'OTAN, qui alarme l'Occident. Parce que l'Occident qui commet ces pratiques pendant longtemps croyait avoir le monopole de la terreur internationale. Maintenant, ils savent qu'eux-mêmes peuvent être terrorisés. Et c'est comme ça que les autres peuples du monde doivent comprendre. L'Occident n'a pas le monopole de la terreur. Les États-Unis qui parlent de guerre, choc et effroi. Il faut bien qu'un jour, un peuple leur serve un petit peu de leur choc et effroi. Qu'ils vivent cela dans leur chair et qu'ils comprennent que choc et effroi, c'est pas seulement bon quand ça touche les autres. Ça peut être aussi bon quand ça nous touche, mais c'est mauvais quand ça nous touche parce que ça fait très mal. C'est quand ils ont tué 4 millions d'Irakiens et qu'aujourd'hui les Irakiens les regardent et les Irakiens se posent des questions sur leur humanité.
Ils disent que c'est des terroristes, c'est des djihadistes, il les qualifie de tous les noms d'oiseaux. Alors qu'effectivement, le peuple irakien a raison. Pour des raisons injustifiées, le peuple états-unien est quitté et a allé bombarder les Irakiens, a volé l'or des Irakiens et aller s'enrichir avec. C'est du banditisme international. Et dans leur philosophie de guerre, ils appelaient ça le choc et l'effroi. Quel est ce criminel qui peut nous dire quelle est la philosophie de guerre ou sa philosophie de vol? Il faut que ça s'arrête. C'est ce que les Russes ont fait. Les Russes n'ont fait que rendre justice. Et c'est le début d'une justice. Nous, peuple africain, nous appelons encore les Russes. Merci. Ramenez-nous l'arme nucléaire. Merci, Jonathan Watengene. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous mettons la clé sous le pinceau pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.